Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de politique industrielle. Cette thématique est importante à la fois parce que l'industrie génère des gains de productivité tout à fait conséquents, et puis aussi parce qu'on imagine que l'industrie va engendrer une dynamique de l'emploi très durable et très importante. Et c'est la comparaison de ces deux éléments qui aujourd'hui est intéressante. Pour ce faire, on va démarrer de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une reprise de l'industrie manufacturière qui est significative, mais quand on regarde l'évolution de l'emploi, eh bien, on n'a pas du tout la même allure. On voit bien sur le graphique l'évolution de la production manufacturière depuis le point bas de 2009 et puis l'évolution de l'emploi, qui est la courbe en bas, qui, elle, ne progresse pas beaucoup. Alors, si on veut faire un comparatif, depuis le point bas du deuxième trimestre 2009, la production manufacturière américaine a progressé d'à peu près 20%, alors que l'emploi, sur cette même période, a progressé d'à peine 1%. C'est ce différentiel qui aujourd'hui est extrêmement important. En d'autres termes, quand on construit des usines, on utilise suffisamment de robots, de machines, pour que globalement, on puisse produire davantage sans générer d'emplois. C'est un biais extrêmement important et qui est la continuation de la révolution des technologies qu'on voit depuis une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, on s'est tous équipés d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable ou je ne sais quoi. Maintenant, cette problématique technologique a changé et se positionne plutôt sur la construction de biens d'équipement et sa conséquence en termes d'emploi. Donc là, il y a quelque chose auquel il faut réfléchir. L'évolution de l'industrie, l'évolution de l'économie industrielle ne sera plus génératrice d'emplois comme par le passé. C'est une vraie différence et ça va générer forcément, et on le voit aux États-Unis, des gains de productivité considérables, mais il n'y aura pas de contrepartie en termes d'emploi. C'est cette problématique-là et on ne doit pas imaginer que l'industrie, comme c'était le cas depuis quasiment la révolution industrielle, que l'industrie sera un support, si je puis dire, de l'emploi, notamment des gens peu qualifiés. Donc il faut falloir réfléchir autrement et se dire, oui, il faut faire de la politique industrielle, oui, il faut développer l'industrie manufacturière parce qu'elle va générer des gains de productivité, mais pas parce qu'elle générera spontanément de l'emploi. Alors, deux questions sont posées immédiatement. Est-ce que cet apport de technologies nouvelles dans l'industrie, finalement, est destructeur d'emplois définitivement? Alfred Sauvy, sur cette question, avait répondu il y a très longtemps de façon très brillante en disant non, on va créer d'autres secteurs qui créeront de l'emploi à côté. Les gains de productivité qui vont être générés par l'industrie vont engendrer des emplois dans d'autres secteurs. Et donc, on change de secteur qui crée de l'emploi, on en crée d'autres, mais les gains de productivité vont permettre cette situation. Donc, la technologie, généralement, ne supprime pas d'emplois, elle en crée, mais ailleurs, dans d'autres secteurs. Et c'est sur ce point-là qu'il faut être attentif. Il faut que les règles de fonctionnement de l'économie soient suffisamment souples pour que dans d'autres secteurs, on puisse créer des emplois sans aucune difficulté et alimenter l'ensemble de la dynamique de l'économie française. Le deuxième, l'économie française ou d'autres régions, bien sûr. Le deuxième point, c'est que on imaginait, et toute la question de ce qu'on a appelé le Fordisme était basée là-dessus, c'est-à-dire que l'entreprise industrielle a une usine, beaucoup de gens à l'intérieur, beaucoup de salariés, distribuent des salaires, et ces salaires vont ensuite vont solvabiliser le salarié qui devient consommateur, etc. Aujourd'hui, cette problématique est de nature différente parce qu'il y a des gains de productivité, mais s'il n'y a pas beaucoup d'emplois, eh bien la distribution de ces gains de productivité va aller plutôt au capital qu'au travail. Et ça change l'équilibre qu'on observait par le passé. Et c'est sur ce point-là qu'il faut réfléchir. Parce qu'on voit bien que quand on regarde par exemple les États-Unis, il y a un biais dans la distribution des revenus qui va vers les revenus les plus élevés. Les revenus les plus élevés depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années aux États-Unis, voire un peu plus. Les revenus les plus élevés profitent au maximum des gains de productivité.
Est-ce qu'on peut avoir une répartition différente? Pour l'instant, on ne voit pas d'inflexion aux États-Unis. On voit mal l'État systématiquement intervenir pour rééquilibrer cette situation. Ça pose de nombreuses questions. Et puis, quand on a cette idée en Europe, quand on regarde cette situation en Europe, eh bien, on imagine bien que l'État puisse intermédier, rentrer dans cette logique pour redistribuer une partie des gains de productivité. Ça va être aussi une question importante, parce que l'Europe, hein, le schéma qu'on présentait sur les États-Unis entre la production manufacturière et l'emploi, eh bien, on va l'observer en Europe. Ce sera un moyen de faire des gains de productivité et de disposer de marge de manœuvre conséquentes pour gérer l'économie. Donc on va rentrer dans cette logique-là. L'industrie ne créera pas beaucoup d'emplois et il faut avoir ça en tête. Ce n'est pas parce qu'il y aura des délocalisations, c'est que l'industrie qui se créera avec peu d'emplois, probablement davantage d'ingénieurs que de col bleu. Et c'est cette logique-là qu'il faut internaliser, imaginer, mais en conséquence, ça veut dire que derrière, il va falloir réfléchir à la distribution des revenus. C'est une autre question, mais une question au moins aussi importante. Je vous remercie.